Je m'appelle Antoine Forest, je suis actuellement tech lead chez Matters. Matters, on a un startup studio parisien, donc on accompagne des startups et des scale-up dans la conception de leurs produits. Ce soir, je vais vous parler de la gestion des erreurs en TypeScript et surtout de ne pas traiter vos erreurs comme des exceptions. J'ai un bout de code là qui est un peu simplifié, il y a un peu de pseudocode à des moments. J'ai essayé de le simplifier au maximum pour que ce soit compréhensible. Là, on a un use case un peu classique pour annuler une commande. En premier, on va aller récupérer via un repository une commande. On va faire la même chose avec un customer. Derrière, il y a une méthode d'annulation sur notre classe de commande. Et à la fin, on va sauvegarder dans la couche de persistance. Ça, c'est le code qu'on va utiliser pendant tout le talk. Là, actuellement, il lui manque quelque chose de crucial. C'est la gestion des erreurs. Il y a un peu, là, s'il y a quelque chose qui crache, on n'a aucune information, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ça marche. Pour un peu de contexte, dans le repository, on utilise du Prisma, pour ceux à qui ça parle, c'est un ORM TypeScript. Si jamais on n'obtient pas de data, on renvoie nul, sinon on en renvoie une instance de notre classe. Au niveau de la méthode cancel, au niveau des règles métiers, il y en a 3 qui sont importantes. On ne peut pas annuler une commande si son statut n'est pas en cours de processing ou prêt à être livré. Une fois que c'est passé en livraison ou livré, on ne veut plus y toucher, on ne veut plus pouvoir l'annuler. On ne peut pas annuler une commande si ce n'est pas la nôtre. Et on ne peut pas annuler une commande qui a un prix supérieur à 1337 $. Voilà, c'est les règles métiers de mon business actuel. Tout ça, c'est utilisé dans un contrôleur, donc il va renvoyer des réponses à mon front, à la personne qui consomme mon API. Mais actuellement, j'ai un problème. Donc Léo, mince, non, c'était pas celui-là. Léo, petit clin d'œil. J'ai un problème, je ne sais pas quoi renvoyer dans le cas où j'ai des erreurs. J'ai un try-catch, c'est un truc un peu classique qu'on voit, mais je ne sais pas quoi faire. Donc dans ce genre de cas, en fait, on va rajouter un try-catch. Je l'ai rajouté tout autour de mon code. Donc là, j'ai essayé de cacher un peu du code pour que vous vous focussez pas trop dessus, mais c'est pas très beau. Je mets un try-catch tout autour et en fait, ça m'aide pas plus que ça. Je sais pas trop qu'est-ce qui a fail, où ça a fail, comment gérer ça. Donc, je vais rajouter plus de try-catch. Et là, il y a un truc que moi je déteste, c'est que je suis obligé de faire des lets, des assignations dans un try-catch pour pouvoir le réutiliser plus bas. Et donc, je dois faire ça une fois pour le order, une fois pour le customer. Et là, vous voyez, mon code, il fait 2 pages maintenant. Il est beaucoup moins lisible, beaucoup moins agréable à voir. Et encore, j'ai omis la gestion de chacune de ces erreurs. On pourrait imaginer du logging, des trucs comme ça à l'intérieur. Actuellement, donc, on a quelques problèmes. Le code n'est pas lisible. On est obligé d'utiliser ce let, là où, pour moi, le let, c'est quelque chose où c'est, comment dire, il y a une intention derrière. Le let, c'est pour dire, ok, cette variable, on va la réassigner plusieurs fois, contrairement à une variable const. Et on a des niveaux de nesting à cause des try-catch qui apparaissent. On est obligé de décaler notre code à chaque fois, une indentation supplémentaire. Ça peut être compliqué. Comment on peut faire pour faire mieux ? On va introduire 2 concepts. Une exception. Une exception, ça va être quelque chose qui va arriver dans votre programme, qui, vous savez que ça va arriver, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, mais vous savez que ça peut arriver, mais qui va vous empêcher de respecter le contrat que vous avez avec la personne qui va appeler votre code. En général, ces exceptions, on va essayer de les pousser le plus à l'extérieur de notre programme et de le sortir de notre code métier. Par exemple, ça va être des erreurs de network, ça va être des erreurs de syntaxe, même si avec TypeScript, on en a beaucoup moins. Ça va être des erreurs de parsing. Moi, j'ai créé une petite classe, donc vous la voyez en bas, qui vont représenter mes exceptions. Et un deuxième concept, c'est les erreurs business, les erreurs métiers. En fait, ce n'est pas vraiment des erreurs, c'est plutôt des fins possibles de votre code qui sont en fait attendues. C'est des cas métiers qui en général ne sont pas le happy pass. Donc je l'ai appelé bad pass à des moments, sad pass, je ne sais pas trop quel nom lui donner, mais c'est des erreurs en fait qui sont attendues. Par exemple, lors d'un login, vous essayez de vous connecter, vous loupez sur votre mot de passe, on va vous renvoyer une erreur qui n'est pas vraiment une erreur de votre mot de passe ne marche pas, c'est pas le bon. Ou en l'occurrence, dans notre cas, essayer d'annuler une commande qui a déjà été annulée, on ne peut pas. Donc on va aller changer dans notre code. Toutes nos erreurs classiques, on va les transformer soit en exception, soit en erreur business. Là, en l'occurrence, on a 3 erreurs business. Alors, j'ai créé des classes intermédiaires pour rajouter du contexte, rajouter de l'information qui va nous aider derrière potentiellement à débug et à comprendre ce qui se passe.
Au niveau de mon use case, donc cancel order, les not found, avant il y avait des erreurs classiques, en fait je les ai transformées en erreurs business de j'ai pas trouvé la commande ou j'ai pas trouvé l'utilisateur qui fait cette requête, qui fait ce call. Et enfin, au niveau du repository, j'ai rajouté un try-catch, donc repository extérieur, je vous ai parlé un peu l'extérieur de votre programme, j'ai mis un try-catch qui s'assure que s'il y a des erreurs qui sont envoyées par Prisma, elles sont wrappées dans une exception. Comme ça derrière moi je sais que je contrôle soit des business errors, soit des exceptions. Du coup, derrière, dans mon contrôleur, j'ai mon try-catch, et dans mon catch, je peux faire un if. Mon erreur, si c'est une business error, alors je sais comment la traiter parce que c'est un cas métier, et je peux du coup définir, ok, si c'est mon erreur 1, mon erreur 2 ou mon erreur 3, renvoyer telle info ou telle info. Et dans le cas des exceptions, là, je veux l'envoyer à Sentry, l'envoyer à mes systèmes qui vont m'informer que j'ai un problème. Parce que ça, c'est ça qu'on veut éviter, ça, c'est du code qu'on attend. C'est mieux quand même. On a maintenant, du coup, différencié les exceptions des erreurs business. On a aussi la possibilité maintenant d'avoir des erreurs business qui sont un peu plus spécifiques, même si on pouvait le faire avant en créant des classes intermédiaires sur nos erreurs. Mais là, au moins, on a deux catégories bien distinctes. On peut en faire encore mieux. Arrêter de tout throw. Les erreurs business, en fait, on n'est pas obligé de les throw. C'est des chemins qu'on attend. Donc pourquoi les throw et pas les traiter comme le happy pass classique? Donc, on va changer notre modèle mental et on va se dire, ok, les exceptions, on les throw, parce qu'on veut que ça stoppe l'exécution de notre code. Les business errors, on veut les return. Donc j'ai changé. Là, au lieu de faire des throws, j'ai fait des return. J'ai rajouté un petit truc pour avoir un happy pass avec une information plus intéressante. Donc j'ai une classe qui en fait est juste vide, mais pour spécifier qu'on a bien une valeur de retour et pas un undefined. Pareil, au niveau du not found, là on a deux returns. Là j'ai changé un petit truc. Order cancel, maintenant je récupère du coup les erreurs que j'ai pas throw et je les renvoie en tant que cas possible de ma fonction cancel order. Ce qui me permet d'avoir un contrat très clair de ce qui peut se passer dans mon code. En l'occurrence, ma fonction, elle peut me dire j'ai pas pu cancel ton order, j'ai réussi ou j'ai pas trouvé soit la commande, soit le customer associé. Ce qui permet, dans mon code, d'avoir, à l'intérieur du try, ma gestion de mes cas métiers mauvais, de mes cas métiers corrects, et de tout le reste, de mes exceptions. C'est cool. On a maintenant un contrat explicite, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle documentation, une documentation automatique, et on a beaucoup moins de try-catch, parce qu'on en a juste besoin à l'extérieur de notre programme, dans nos contrôleurs, vraiment à l'extérieur. Ou dans nos repositories, en fait, tout ce qui va être, pour ceux qui font des architectures un peu hexagonales, à l'extérieur de notre hexagone. Mais on peut faire mieux, on peut aller plus loin. Et là, je vais introduire un pattern, et peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont sourire. Le pattern either, ou alors qu'on connaît sous le nom de result, c'est quelque chose qui vient du monde du functional programming. Alors oui, c'est une monade. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une monade ce soir, mais c'en est une. Pour faire simple, c'est un objet qui en fait peut être dans deux états, un peu comme le chat de Schrödinger. Soit OK, soit error. Et tant qu'on n'essaye pas de le manipuler, on ne peut pas savoir exactement dans lequel des deux états il est. Et donc en général, on va l'utiliser pour exprimer soit une erreur, soit donc une failure, soit le happy pass. Vous pouvez souvent en entendre parler comme étant du Railway Oriented Programming, donc une idée d'avoir deux chemins de train et de pouvoir passer de l'un à l'autre en cas d'erreur, etc. C'est quelque chose qui peut être facilement composé l'un avec l'autre, on peut facilement composer des résultats ensemble, etc. Un exemple assez basique, là on a un résultat qui a en état OK un nombre ou une erreur cannot divide by 0. En fait, ce résultat, on va pouvoir le mapper une fois, deux fois, et le cas d'erreur, on pourra le mapper. Ce qui fait qu'à la fin, donc là je lui donne un 3, en fait on a un result qui est soit string, parce que j'ai fait un petit toFix ici qui va me le transformer en string, soit une erreur générique qui est ça. Ce qui est bien, c'est que ce code-là, il est exécuté seulement si mon résultat est OK, et ce code-là, il est exécuté seulement si je suis en état d'erreur. Plutôt sympathique. OK, essayons de l'implémenter dans notre code. En fait, c'est assez simple. Tous les endroits où je faisais des returns, j'ai juste à mettre un petit error devant ou un OK devant. Et c'est tout. Seul petit bémol, c'est que j'ai dû typer moi-même le résultat de cette query. Sinon, TypeScript, il merge pas trop bien les différents types ensemble. Là, pareil, avec mon cancel order, j'ai un big type un peu fat à cet endroit-là.
Mais sur le reste du code, il n'y a pas grand-chose qui change. Et ça marche. Mais donc voilà. Donc là, ce que je fais, je return des erreurs. Et celui-là, il ne bouge pas parce que c'est déjà une instance de result, donc j'ai pas besoin d'y toucher. Ce qui permet, dans mon contrôleur, en fait, ça va être un truc assez simple. C'est juste à checker le isError, qui est une méthode présente dans la lib que j'utilise actuellement pour faire pour avoir ce pattern result. Il en existe plein. Et donc, dans le cas où je suis en erreur, ici, je sais que je suis en statut, je peux envoyer mon 400 comme avant, et ici, mon cas d'erreur. Donc là, je n'ai plus cette instance off. Alors, les résultats, c'est cool, mais moi, j'ai trouvé quelques petits problèmes à ce pattern. En JavaScript, on a un concept très phare dans tout notre code qui vont être les promesses. Result et les promesses, ça ne fonctionne pas très bien ensemble. Une fonction A5, par exemple, ça ne peut renvoyer qu'une promesse. Donc, si vous renvoyez une promesse d'un result, derrière, vous allez forcément devoir faire des await devant pour pouvoir accéder à l'instance du result et faire vos maps errors, et toutes les méthodes disponibles sur un result. Il y a quelques libs qui essayent d'avoir un promise result ou awaited result ou des trucs comme ça, ou A5 result. Ça marche pas trop bien. Vu qu'on a du code qui est exécuté que dans le cas d'erreur ou que dans le cas de OK, si on a une transformation entre du 5 vers du A5 dans le cas de OK, mais pas dans le cas d'erreur, on se retrouve avec du code qui est vrai niveau typing, mais faux niveau runtime. Un truc qui est un peu moins bien, c'est qu'on est obligé d'explicitement typer la valeur de return de notre fonction, ce qui peut être bien des fois un peu moins bien, parce que ça peut cacher certains manques d'implémentation. Par exemple, si on dit qu'une fonction renvoie une string et un number, et qu'en fait on fait juste un return 3 à l'intérieur, un return number, techniquement le return type est vrai, mais en même temps, il est faux parce que l'implémentation réelle ne renvoie jamais une string. Et enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que le result va avoir tendance à attendre de vous d'utiliser d'autres patterns FP, d'autres patterns fonctionnels, parce qu'ils fonctionnent bien avec. Et du coup, vous allez avoir tendance à utiliser du result un peu partout, et puis d'autres patterns FP, ce qui peut rendre votre codebase vous allez vous retrouver peut-être entre deux mondes, où vous avez des classes, mais du FP, passer en full FP, c'est plus complexe, rester avec des classes, ça veut dire abandonner le result, etc. Moi, j'ai envie que vous repartiez avec 3 points aujourd'hui. Le premier, c'est essayer d'expliciter vos contrats d'API, de fonctions, donc avec les happy pass, mais aussi les sad pass, les bad pass. Vous n'êtes pas obligé de throw toutes vos erreurs. Même si vous n'ajoutez pas le concept de business error exception, vous pouvez juste return des fois des erreurs plutôt que de les throw. Le result, ça peut être un pattern très intéressant, et je vous conseille de l'utiliser, de le tester, et de voir si ça vous convient et si ça vous intéresse. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Et si on a un peu de temps, j'ai 4 slides de plus, mais si on a du temps. En vrai, j'ai 2 questions. J'en ai une rapide et une longue. Je vais commencer par la rapide. Pour Sentry, pourquoi tu envoies pas à Sentry toutes tes exceptions et tu mets le code d'envoi d'exception directement d'envoi à Sentry directement dans l'exception? J'aurais pu. Ok, il n'y a pas de... Peut-être que pour une question de séparation des responsabilités, on ne veut pas qu'une erreur soit responsable de envoyer à des systèmes extérieurs. Peut-être que par exemple en local, on ne veut pas envoyer à Sentry, donc ça fait des choses bizarres peut-être, mais on aurait pu. Là vraiment c'est du pseudocode. Techniquement je crois que c'est impossible d'appeler Sentry juste comme ça avec une erreur. C'est juste du pseudocode pour montrer que c'est à cet endroit-là où on va avoir tendance à vouloir informer des systèmes extérieurs qu'on a eu un problème, et un vrai problème, et pas juste un cas métier qui n'est pas le happy path. Du coup ça amène à ma deuxième question. Tu fais la distinction entre donc des OK result et des error result, mais il peut y avoir qu'un seul happy pass alors qu'il peut y avoir une multitude de error pass. C'est comme ça que tu le définis, ou il peut y avoir plusieurs happy pass? Il peut y avoir plusieurs happy pass. Il n'y a rien qui l'empêche. On pourrait... j'ai pas d'idée là en tête de bout de code qui pourrait avoir plusieurs happy pass, mais c'est un type. Donc on explicite ce qu'on veut d'un côté, ce qu'on veut de l'autre. Là j'ai pu faire une union de types en erreur, mais on peut faire la même chose avec le OK. Mais d'un point de vue conceptuel, en fait, tu l'as très bien expliqué qu'il y a des choses qui sont des business errors, qui ne sont pas des vraies erreurs, qui font partie du fonctionnement normal de ton application. Donc je me demande où est-ce que tu mets la limite entre
Ça, c'est le happy pass, c'est ce que j'attends, et ça, c'est un cas d'erreur. Parfois, ça peut être compliqué de se dire, ces cas d'erreur, en fait, ils font partie de 40% de mes utilisateurs, donc ils sont plus vraiment des erreurs, ils font partie d'un comportement normal. Est-ce que conceptuellement, tu définis qu'avec un seul happy pass et le reste, c'est des erreurs? Je pense que c'est une question de spécification. Ça va être un peu plus haut dans la chaîne et pas au moment où on va le faire, en discutant avec le métier, de se rendre compte de, ok, ça en fait c'est un cas normal d'utilisation qui va arriver souvent. Par exemple, là où le mot de passe raté, c'est clairement un cas d'erreur. On sait que c'est c'est un SAT pass, mais voilà. La connexion, on pourrait très bien dire que je ne sais pas, peut-être avec une gestion de SSO ou pas SSO, peut-être que tu auras un Happy Pass c'est SSO, un Happy Pass c'est hors SSO, mais c'est 2 Happy Pass quand même. Okay. Voilà. Peut-être pas le meilleur exemple, mais... Déjà, merci pour le talk, je trouve que c'était super comme concept. Et je me demandais, c'était quoi le problème avec l'async dont tu parlais tout à l'heure, parce que j'ai pas exactement compris ce dont tu parlais, si ça te dérange pas. Oui, je vais essayer de rapidement revenir. Là, result, c'est un objet qui va exposer plusieurs méthodes, dont des maps qui permettent de passer d'un result à un autre result. Donc map pour le OK, map pour le error, enfin map error pour le error. Si ici j'avais une promesse d'un result, je ne peux pas faire ce map directement. Je suis obligé de faire un await d'abord pour récupérer mon instance de result. Ce qui veut dire que ce truc-là, ça nous permet de faire un peu du point-free programming. Juste l'idée de ce truc-là, ça pourrait être une fonction avec un nom, et on pourrait avoir map multiply by 2, map toString, map forgot error ou j'en sais rien. Et du coup, on ne peut pas faire ça avec une promesse. On ne peut pas garder le promesse .map. On est obligé de faire promesse.zen, récupérer l'instance de result, result.map. Ce qui veut dire que ça rajoute un peu de boilerplate. Et en fait, on voit bien que les deux concepts ne fonctionnent pas très bien ensemble. Sur du F#, par exemple, il n'y a pas trop ce truc-là, même. Bon, il n'y a pas trop d'Async non plus, mais il n'y a pas ce truc-là. Et du coup, à l'usage, c'est du boilerplate qu'on va écrire et qu'on aurait voulu éviter. C'est un peu ça, moi, les problèmes que j'ai rencontrés. Mais j'ai pas de code qui me le montre un peu plus que ça. Ouais, boilerplate, et voilà.